Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences et de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles. Bonjour Frédéric. Bonjour Perrine. Tu es le fondateur de AI for Better. Oui, tout à fait. Better, c'est mieux que good? Ouais, en fait, c'est en anglais, c'est AI for Better, Artificial Intelligence for Better. Better, tu peux mettre plein de trucs derrière, Better World, Better Job, Better Life, Better tout ce que tu veux. En fait, à l'origine, l'idée, c'était de dire l'intelligence artificielle, c'est un superbe outil qui, comme n'importe quel outil, peut être utilisé pour le meilleur ou pour le pire. Donc, for better or worse. Et moi, ce que je veux, c'est que ce soit pour le meilleur. D'où le nom de la société, c'est faire de l'intelligence artificielle, oui, mais pour des choses qui en valent la peine et pour des utilisations qui sont bénéfiques aux utilisateurs finaux. Tu as fait des études d'ingénieur, tu as travaillé 10 ans dans une entreprise de services en ingénierie informatique, puis 3 ans pour un des leaders de la formation professionnelle. Et en 2011, tu t'engages dans le développement d'une association à but non lucratif. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bien effectivement, je venais de finir, j'avais fait 10 ans de carrière en société de services informatiques. Enfin, déjà pour refaire peut-être l'histoire un tout petit peu avant, donc j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait une thèse de maths. J'étais parti pour faire de la recherche, et puis j'ai été un peu déçu par le milieu de recherche qui était pas très, où les gens étaient un peu les uns, un peu chacun dans leur tour d'ivoire. Je faisais des maths un peu théoriques en plus, donc il n'y avait pas trop de collaboration, très peu de relations avec le monde des entreprises. Et donc c'est ça qui m'a fait partir, mais je dis ça parce que c'est important pour la suite. Ensuite, je suis rentré dans l'informatique, effectivement, parce qu'en 98, c'est le grand boom d'Internet, c'était très excitant. Et en fait, 10 ans après, j'avais fait une belle carrière dans une boîte, une société de services, mais c'était une société qui faisait 80 000 personnes dans le monde, dans je sais plus combien de pays. J'avais l'impression d'être une sorte de trader qui faisait des affaires d'informatique en découpant les affaires, en les mettant aux quatre coins du monde. Ça m'ennuyait prodigieusement. Et en fait, ce qui me manquait, c'était le côté tech, vraiment qui change le monde. Et c'est ça qui m'avait motivé en fait dans les recherches scientifiques à l'origine, c'était de faire des choses qui avaient un impact, qui changeaient vraiment les choses. Et donc là, je trouvais rien dans ce domaine. Donc j'avais décidé d'aller dans le monde des startups, d'aller dans le monde de la tech qui était en train de vraiment de bouillonner, notamment en France, et qui pouvait vraiment faire des choses assez intéressantes dans le changement de paradigme. Et puis je suis quelqu'un de plutôt progressiste, on va dire, donc j'y crois beaucoup. Il a fallu que j'ai passé 3 ans dans un domaine de formation pour faire la main dans un environnement plus petit, parce que j'ai passé de 80 000 personnes à 10, c'est pas simple. Donc j'ai fait 3 ans dans une filiale de formation que j'ai montée, que j'ai développée. Et en fait, pendant ce temps-là, j'ai fait mon réseau. Et donc 2011, oui, je rencontre Marie Morgane Le Bardic, qui dirigeait Silicon Sentier, cette association dont tu parles. Et effectivement, ça m'a attiré, non seulement parce que c'était un bouillonnement d'innovation incroyable, c'était le premier coworking de France, premier accélérateur de start-up, donc ça bouillonnait d'entrepreneurs dans tous les sens, énormément d'énergie, d'inventivité, tout ça. Et le côté associatif me plaisait dans le sens où voilà, en fait là,
on est là pour quelque chose qui a du sens. On est là pour aider des entrepreneurs à réaliser leurs rêves, aider des entreprises à changer leur façon de travailler et à rendre les gens plus heureux dans leur travail, dans l'action, dans l'innovation. Et donc ça m'a pas mal attiré. Bon, le fait est que quelques années plus tard, on l'a transformé en société, mais peu importe. La mission, l'état d'esprit était là. On était là pour avoir de l'impact. C'est ça qui m'a attiré. Oui. Et comment est-ce que tu as eu le déclic comme ça après plus d'une dizaine d'années de passer à l'action? Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? Bien, moi, j'ai eu l'impression d'avoir toujours suivi une sorte de voie royale, tu sais, tu fais tes études, moi j'étais bon en maths, en informatique, ce genre de trucs, je me suis retrouvé dans les classes scientifiques, j'ai fait les prépas, je peux pas dire que c'était un long chemin tranquille, hein, j'étais pas un génie, mais bon, j'étais pas mauvais là-dedans, donc je suis rentré à Polytechnique, j'ai suivi une thèse de maths parce que j'adorais les maths. J'ai bifurqué, mais je suis allé dans le monde de l'entreprise et après, en fait, tu suis aussi un autre parcours un peu tracé. Tu deviens programmeur, puis chef de projet, directeur de projet, puis après tu vas dans la vente, tu fais du marketing, tu fais de la vente à haut niveau, tu fais de la direction financière et tout ça. Et en fait, tu suis un chemin qui est tracé où en fait l'objectif c'est de passer au niveau d'après, au-dessus. Et il y a au bout d'un moment, en fait, tu sais que dans ce genre de situation, euh, soit tu as pour objectif d'être un grand patron, et donc en fait, comme il y a de la place pour tout le monde, forcément tu joues des coudes et t'es là, t'as forcément une attirance pour le pouvoir euh, et l'appareil de structure, on va dire, l'apparatchik. Soit en fait t'es plus dans l'expertise et tu te retrouves un peu dans un placard au bout d'un moment parce que ton niveau d'expertise au bout d'un moment peut s'évaporer parce que les technologies vont changer tout ça. Donc je voyais plus d'avenir dans ces grandes sociétés. En tout cas, c'était pas pour moi. Et puis moi j'avais un besoin de reconnecter avec les gens, avec des choses à taille humaine, avec des choses dont je voyais l'impact. Dans les grandes sociétés, souvent, en fait, entre ce que tu fais et ce qui arrive au bout du compte, il y a tellement d'échelons et d'étapes que c'est éthéré, quoi. Enfin, tu perds pied avec la réalité. Mais ça a été une rencontre par hasard avec Silicon Sentier ou tu as été les chercher? Enfin, comment ça s'est passé? C'est la grande magie du réseau et euh, de la chance qui est jamais qu'une opportunité qui se présente quand tu t'es bien préparé à ça. C'est-à-dire que, comme tu dis, pendant 3 ans, je faisais une filière dans la formation. Le sujet en tant que tel n'était pas hyper passionnant, mais le fait de faire un business, de développer une société et de créer des trucs nouveaux était intéressant, mais je savais bien que je resterais pas là très longtemps. Donc pendant ce temps-là, je tissais mon réseau dans l'écosystème des startups. J'avais des copains qui avaient monté des boîtes, bref, des gens que je connaissais dans le milieu de l'internet. Donc j'ai multiplié les connexions. Et puis aussi, en parallèle, j'écoutais beaucoup de podcasts et de choses. Enfin, je lisais pas mal de blogs. Et donc, j'entendais tout le temps parler. C'est bien d'écouter des podcasts, tu as Ça, raison. C'est très bien d'écouter des podcasts. ouais. Et donc, il y en avait un que j'écoutais religieusement. C'était celui qui était fait par l'atelier numérique à propos du camping, qui était donc le premier accélérateur de start-up. C'était donc 2010. C'était un truc totalement un ovni, quoi, en France. L'entrepreneuriat enfin, les fonds d'investissement existaient peu. C'était assez dur de se lancer en France, donc on manquait de fonds, on manquait de conseils, etc. Et les accélérateurs, ça avait été inventé à peine 2 ou 3 ans plus tôt aux États-Unis. Donc le fait de voir arriver ça en France, c'était absolument génial. Et donc j'écoutais religieusement ce podcast où j'entendais des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, qui racontaient qu'ils avaient des ambitions folles et puis qu'il y avait des anciens qui venaient leur donner des conseils. Il y avait une énergie dans tout ça qui était absolument magique. Et en fait, il se trouve que au fur et à mesure des rencontres que je faisais dans l'écosystème, de plus en plus, il y a des gens qui me pointaient vers ça en me disant tiens, c'est hyper intéressant ce qui se passe là, etc. Et puis jusqu'à un jour, j'ai même pas trouvé moi-même. C'est un ami qui m'a dit tiens, tu devrais regarder Silicon Sentier cherche son DGA. Et j'ai dit c'est quoi Silicon Sentier? C'est quoi ce truc? Ils font des prothèses mammaires dans dans un milieu. Enfin, je sais pas c'est quoi ce truc. Et en fait, non, c'était le nom d'association d'ailleurs qui était très méconnu. Parce qu'en fait, l'association a peu d'importance, c'était plus les projets qu'ils lançaient. Donc il y avait le camping, l'accélérateur de start-up, et il y a aussi la cantine, le coworking, tout un ensemble de mots qui faisaient un peu écran à toute une utilité qu'il y avait derrière. Et donc c'est là que j'ai appris que Marie Morgan et l'équipe cherchaient quelqu'un
pour structurer le développement et donc j'ai déjà rejoint, mais finalement c'était ouais, tout ça c'est un hasard qui s'est créé par de multiples connexions que j'avais montées, quoi. Quelle est la réalisation au service de la transition écologique et solidaire ou bien au service d'une transformation d'entreprise dont tu es le plus fier? Il y a une autre association en fait que j'ai découverte il y a 2 ans qui m'a retourné, on va dire. Ça s'appelle la fresque du climat. Donc c'est cet asso qui a été créé par un Cédric Ringenbach qui était enseignant dans des matières climatologie, écologie, etc. en université et qui en fait essayait d'expliquer aux étudiants ce que disait le GIEC, le groupement de scientifiques là qui donne des rapports depuis des dizaines enfin depuis longtemps sur l'état du climat de la Terre. Et il faisait le constat que le GIEC, c'est difficile à lire les rapports du GIEC, c'est même assez incompréhensible en tant que tel. Et pourtant c'est là où il y a les données, il y a toutes les choses à savoir en fait. Et donc il a inventé une sorte de jeu de cartes qui permettent en fait de découvrir euh, ce que dit le GIEC par petits bouts, par des petites notions. Et puis en fait, en assemblant l'ensemble des cartes, on voit une sorte de fresque qui donne une vision d'ensemble de la situation, qui permet de comprendre en fait les liens d'impact, les liens de cause à effet entre ce que l'homme produit, consomme en termes d'énergie carbonée par exemple, et ce que ça a comme impact sur la nature et donc par effet ricochet sur l'homme lui-même. Et donc d'une part, ça m'a permis de moi de comprendre. Ça faisait longtemps que j'entendais parler des problématiques écologiques et je crois que la première fois où j'ai vraiment pris conscience, c'était en écoutant Jean-Marc Jancovici qui expliquait les problématiques tout simples de limitation des énergies disponibles et du fait qu'en fait on a déjà passé le pic pétrolier et qu'en fait on continue à faire de l'économie comme si l'énergie était gratuite et disponible alors qu'elle n'allait plus et que tout ça a des impacts assez dramatiques sur l'écosphère. Mais j'avais pas vraiment pris conscience de la chaîne des faits en fait. Et donc le jeu m'a permis de le comprendre, la fresque du climat. Et en fait j'ai découvert au travers de ça une association de gens passionnés, de gens qui voulaient patiemment convaincre beaucoup de gens autour d'eux de l'urgence de la situation. Et donc en fait le projet m'a plu. Du coup, comme il proposait en fait l'idée c'est de passer la bonne parole à des gens et que ces gens-là deviennent eux-mêmes des formateurs pour les autres. En fait, je suis devenu animateur de la fresque du climat assez naturellement. J'en ai animé et notamment j'ai participé aux rentrées climat qui ont pour objectif de faire la fresque du climat dans les écoles, de façon à toucher un très grand nombre d'étudiants. Et donc, c'est du coup un mouvement assez massif parce que, par exemple, il peut y avoir l'université Léonard de Vinci où il y a eu des milliers d'étudiants formés, et puis une école d'ingénieurs aussi où là il y en a peut-être que 200, ou bien Polytechnique où il y en a 400, et puis à HEC ou la SCP il peut y en avoir aussi beaucoup. Et donc ça c'est un très grand mouvement du coup d'étudiants qui sont avides de connaissances et puis de bénévoles qui sont avides d'apporter leurs connaissances et puis ouais c'est quelque chose d'assez joyeux mais surtout ça resserre des liens quoi. Donc j'ai beaucoup apprécié ce mouvement, je continue à le suivre. Ils sont passés Covid oblige à une version en ligne que donc j'ai suivi et que je continue d'animer et puis l'association affiche des ambitions ambitieuses des ambitions fortes pour son développement et donc je suis très heureux d'y participer. Voilà, je pense que je peux pas dire mieux en termes de réalisation. C'est pas moi qui l'ai fait. Je suis content d'y participer. Je trouve ça très beau, très 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 intelligent de la façon dont c'est fait, très humain. Voilà. Après, il y a d'autres choses que je fais mais qui sont pas du tout. Enfin, je trouve que c'est rien à côté de ça, quoi. Mmh. Merci pour le partage. Hem, tu évoquais, j'entendais ton engagement aussi autour de la tech, pour une ambition choisie, pour un impact, hem, aider des entrepreneurs tech Mm. ou accompagner des entrepreneurs tech pour être sûr quelque part de l'orientation, de la façon dont va être utilisée,
cette technologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de Ouais. ça. C'est Mhm. assez récent. Toi, t'en avais l'intuition. J'ai été, donc je te dis, dans les années 2011, le premier accélérateur de start-up qui arrive en France, un grand mouvement d'entrepreneuriat numérique. C'est, j'avais déjà connu ça en fait dans les années 2000 avec le début du web et la première génération d'entrepreneurs. Et puis là, c'était la deuxième vague à partir de 2010. C'était très réjouissant. Et en fait, j'ai été complètement galvanisé par ça. J'ai passé 7 ans dans l'assaut, puis ensuite la société enfin, le fait qu'on ait transformé ça en société. Je suis sorti un peu épuisé, j'avoue, parce que j'ai travaillé comme un âne, mais c'était hyper excitant, formidable et tout ça. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte juste un mois après, une fois être sorti de cette société pour me lancer moi dans des sujets plus autour d'intelligence artificielle et de côté encore plus technique. C'était qu'en fait, il y a un côté secte, enfin secte c'est un peu fort, mais en tout cas il y a ce mouvement intellectuel de l'entrepreneur à la mode Silicon Valley, dans lequel tu es complètement immergé, que tu ne questionnes pas. Mais sur quoi repose ce mouvement d'entrepreneuriat à la mode américaine et de la côte ouest? C'est des grands principes comme fail fast. Tu vois, plante-toi rapidement, tu apprendras plus. Ce qui dans le principe est pas mal. Sauf qu'en fait, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi c'est le principe de Lean Startup, c'est tu essayes un truc, même s'il n'est pas prêt, tu le mets sur le marché, tu vois ce que ça donne, et tu vas apprendre de tes erreurs, et tu vas mettre une deuxième version qui va mieux marcher, et puis au fur et à mesure, tu vas aller plus vite que les autres, et tu auras pris le marché. Et il y a une autre idée comme ça qui est le winner take all. Celui qui est le premier, qui gagne, qui est devant les autres, va rafler tout le marché. D'où le fait que Facebook est totalement omniprésent sur les réseaux sociaux, que Google l'est sur la recherche, qu'Amazon l'est sur la logistique, etc. Et ça, on en était totalement imprégné à ce moment-là dans l'accélérateur de start-up. C'est ce qu'on disait à nos entrepreneurs. On disait, il faut que vous pensiez international. Si vous pensez que votre marché français, vous êtes mort, parce qu'il y a des concurrents partout. Il faut penser tout de suite international. Il faut aller super vite. Il faut bouffer tout le marché. Faut être filou, dans le sens où il faut utiliser des méthodologies ou tester des trucs qui coûtent pas cher. Tiens, fake it until you make it. Tu fais semblant que le truc marche et qu'il est déjà là alors qu'il l'est pas, mais ça te permet de tester avec l'utilisateur que ton produit il va marcher. Il aura suscité de l'intérêt. Et s'il suscite d'intérêt, alors ça vaut le coup d'investir de l'argent pour le faire. Bon, tous ces principes, dans l'idée, c'est hyper excitant, et c'est un mode de projet typiquement qui est dans l'agilité, dans la rapidité, etc. Sauf que quel est l'impact de ce truc-là sur les gens, sur le marché, sur les utilisateurs? Bah, est-ce que Facebook, effectivement, Facebook a été conçu comme ça dès le départ. Euh, Ils ont mis en place un système de réseau social qui permet à des gens de dire n'importe quoi, n'importe quand. Certainement qu'ils n'ont pas prévu que ça puisse être utilisé à des fins politiciennes. Certainement, mais c'est arrivé. Tout simplement parce qu'on s'est pas dit tiens, on va modérer en fait les choses avant d'être sûr qu'en fait le chose on ait trouvé les bonnes règles d'utilisation et tout ça. Non, non, on l'a mis en live, on a vu ce que ça a donné. Et aujourd'hui, en fait, ils font du damage control. Et on trouve ça presque normal, tu vois. C'est le truc, il a été lâché. On voit bien que c'est une menace pour la démocratie par certains côtés. La chose qui serait la plus naturelle, c'est de dire non, mais il faut tout arrêter, il faut mettre une modération. On ne doit pas publier des choses avant que on ait vérifié que les faits soient réels ou que ce qu'ils disent soit faux. Non, non, on va mettre un principe américain de droit d'expression, liberté d'expression, mais surtout, on veut surtout pas arrêter la machine économique. Et donc, on crée le problème, on essaie de le gérer, et puis on verra après. Du point de vue de la logique d'entreprise des actionnaires, c'est super. Du point de vue des utilisateurs finaux, ça l'est beaucoup moins. Cet exemple, je le prends sur les réseaux sociaux, mais tu en as un autre qui est typiquement sur le numérique, et encore plus sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Quand quand tu fais un système qui, en fait, le numérique, ça a cet effet rebond qui a du coup des impacts sur la planète hyper vicieux. Entre nous, aujourd'hui, le numérique, ça représente peut-être 2 ou 3% des émissions de gaz à effet de serre. C'est presque de l'ordre de celui du transport aérien, ce qui est déjà pas mal.
Mais évidemment, c'est pas grand-chose. Tu te dis, bon, c'est pas la première priorité, c'est probablement d'abord la voiture ou le chauffage dans les appartements, des choses comme ça. Sauf que la différence, c'est que le numérique progresse de 15% par an depuis des années, et il va continuer comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'effet rebond, c'est-à-dire que plus le numérique marche, plus il entraîne des opportunités d'utiliser le numérique. Typiquement, je peux parler de ce que je connais bien sur l'intelligence artificielle. Quand tu as des données et que tu crées un service sur ces données, ça te permet de créer de nouvelles opportunités. Genre, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Euh, Amazon, typiquement, a commencé par faire de la vente en ligne. Euh, Ça a créé, en fait, ils ont eu beaucoup de données et ils ont mis très tôt, en fait, ce principe d'avoir des données pour optimiser leur format de fonctionnement. Une fois qu'ils ont eu des données, ça leur a obligés à avoir des gros serveurs qui ont permis de créer un nouveau service qui était de vendre de la machine, enfin du temps de calcul machine à des clients qui étaient plus des clients qui achetaient des produits, mais des clients de services informatiques. Et à partir de là, ils vont se développer sur d'autres choses. Peut-être plus d'actualité. Aujourd'hui, l'IA a montré que ça te permettait de faire beaucoup de prédictions, typiquement climatologiques, par exemple. Donc, il y a aussi des bons côtés là-dessus. Euh, typiquement, on est en train de parler de la vague de la 5G où on va multiplier le nombre d'outils collecteurs de données, qui va donner du coup des possibilités pour l'IA d'avoir de nouvelles capacités de prédiction qu'on n'avait pas avant, genre pouvoir mieux gérer la circulation dans la ville. Euh, et donc, tu vois, c'est un côté qui s'emballe, c'est-à-dire plus tu prouves que le numérique est efficient, plus il va générer des outils pour pouvoir le rendre plus efficient. Et de fait, ça veut dire plus de consommation, parce que en fait, tous ces outils, tous ces boîtiers à outils, la 5G, etc., qu'on met partout dans la ville, vont en fait entraîner des consommations d'énergie de plus en plus fortes. Donc en fait, cette croissance qu'on constate depuis des années ne va pas s'arrêter et risque de continuer allègrement. Euh, et donc cette prise de conscience-là, je te dis, pour moi, elle vient de ce principe d'entrepreneuriat ouest-américain qui est de dire on avance, euh, on casse les barrières, on casse les silos, on casse les trucs qui nous empêchent d'avancer pour trouver des solutions à des problèmes. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que, on est dans un point de vue solutionniste. C'est un mouvement qui a été créé par des ingénieurs qui veulent régler des problèmes dans le monde par la tech. Sauf que, par exemple, le problème du monde, en ce moment, c'est pas de résoudre, de faire qu'on consomme, qu'on fasse des objets plus efficients, qu'on trouve une solution à comment capter le CO2 qu'on produit. C'est de réduire ce qu'on produit en termes de CO2, c'est-à-dire de réduire nos consommations. Finalement, ils essaient de solutionner en mettant un sparadrap sur un problème, alors que la plaie est ouverte, que le problème est beaucoup plus large que ça. Il faut arrêter de produire ce problème-là en montant en amont. Donc, ce principe solutionniste d'ingénierie amène à ces problématiques climatiques et puis il y a aussi ce principe de dire euh, je vais euh, je vais utiliser l'informatique pour faire tout n'importe quoi. Je veux dire, pour donner un exemple, Tesla a mis en place un système d'intelligence artificielle avec des réseaux de neurones pour gérer les essuie-glaces de leur voiture. Franchement, il y a peut-être des choses plus intelligentes à faire. Et il y a un data scientist assez connu qui a dit les meilleurs esprits de notre temps travaillent à améliorer le clic des utilisateurs. C'est quand même navrant. Et donc c'est ça que j'essaye moi de faire par des conférences auprès des étudiants ou dans le milieu des data scientists par des conférences ou aussi dans les formations que je donne. C'est oui, faites de l'IA parce que c'est a des utilités. Je peux y revenir après. Ça amène plein de choses et c'est vraiment son utilité. Par contre, faites-le pour des choses qui en valent la peine. Euh, typiquement les ingénieurs, on n'a pas assez de gens qui font, on a beaucoup de demandes de data scientists et d'ingénieurs en IA. Euh, il vaudrait mieux qu'ils s'orientent tout de suite vers des choses qui ont une importance, et notamment pour essayer de trouver des réponses aux problèmes climatiques. Je pense pas seulement justement aller essayer de résoudre ces problèmes, mais donner par exemple des outils pour mieux monitorer les choses. Il y a des systèmes on ne saurait pas euh, les problèmes qu'a la planète si on n'avait pas eu des systèmes intelligents pour pouvoir en fait faire des simulations climatiques. Donc ça c'est utile de le faire.
On a plein de choses pour gérer mieux l'énergie, en tout cas faire en sorte qu'on sache gérer l'intermittence des énergies renouvelables, faire euh, gérer de l'énergie à l'échelle d'un quartier, par exemple. Enfin, il y a plein d'applications où enfin, essayer de suivre la biodiversité avec des caméras, par exemple, qui automatiquement vont voir quelles sont les espèces et les compter automatiquement. Il y a énormément d'applications qui sont très utiles de l'IA. Et il faut pousser les gens à aller travailler dans ce domaine-là, plutôt que dans le marketing ou dans l'optimisation des voisins. Et quand tu interviens, dans les écoles, Mhm. comment ton message est reçu? Bah, très bien. En fait, disons que les deux messages que je porte, c'est ce côté donc attention à faire de l'IA qui compte et notamment de l'IA qui est pas trop énergivore. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, quand ça vaut le coup, la consommation d'énergie est pas forcément démente par rapport à l'apport que ça peut donner. Mais ce qui est difficile quand on est data scientist, c'est que quand tu vois, tu appuies sur un bouton dans ton ordinateur et ça déclenche en fait des calculs sur des serveurs qui sont un peu partout dans le monde, qui font chauffer des processeurs et tout ça. Mais en fait, tu le vois pas, tu le sens pas, ils sont pas là chez toi en train de chauffer ta pièce, donc t'as même pas la notion. Tout ce que tu vois, c'est le prix que tu payes éventuellement, mais qui est dérisoire Mmh. parce que l'électricité est pas chère, parce qu'on les fait pas payer à son juste prix en réalité. Donc les data scientists, c'est une relation très éloignée. Et en fait, et c'est d'ailleurs c'est le cas avec le numérique en général. On a du mal à voir l'impact de ce qu'on fait par rapport à la vraie vie parce qu'il y a ce truc un peu théorique entre les deux, un peu désincarné, quoi. Donc c'est leur faire prendre conscience qu'en fait, quand ils appuient sur un bouton, il y a des choses qui se déclenchent derrière et que donc il faut en avoir conscience. Et le deuxième point, c'est, je dis en fait, méfiez-vous de. Enfin, il faut garder aussi un point éthique, comprendre pourquoi on fait tout ça. Euh, C'est-à-dire, l'exemple que je prends, il y a eu des lanceurs d'alerte. Par exemple, un gars qui s'appelle Tristan Harris, qui était un gars qui a travaillé qui avait créé sa boîte et qui a été racheté par Google, je crois, il me semble, ou Facebook, je sais plus, l'un des deux, mais en tout cas, il a bossé dans différentes boîtes, dans les marketing des produits, et il était spécialiste de comment tu rends un produit addictif, en fait. Tu vois, le principe que quand tu es sur Facebook ou n'importe quel d'ailleurs réseau social, tu scrolles sans fin, t'as pas de fond. Bah ça vient d'une manipulation psychologique qui dit que si on te met un verre de bière, par exemple, ou de ton soda préféré devant toi, que tu le bois, mais qu'en fait on te le remplit sans que tu le bois, tu vas pouvoir beaucoup plus que si tu arrives au fond, une fois qu'on te le remplit ensuite. Donc le verre sans fond, c'est un moyen d'être addictif, d'être accroché à ton téléphone. Voilà, il y a plein de manipulations comme ça en fait. Pour ça que dans les jeux Mmh. vidéo, tu vois jamais l'heure. T'as plein de choses comme ça qui sont faites pour capter ton attention sur le système. Et pourquoi ils font ça? Bon, bah, dans un but évidemment parce que le modèle économique est lié au fait que tu apportes de l'attention. Bon, ça c'est une chose. Et c'était fait entre guillemets à la main, et c'est dans le design, et on dirait que c'est un peu comme la publicité. Tu mens pas vraiment, mais t'es là pour attirer. Ok, très bien. Maintenant, mets une couche d'intelligence artificielle là-dessus. L'objectif, c'est de te donner à voir dans tes réseaux sociaux tout ce qui peut t'attirer. Et qu'est-ce qui t'attire? Bah, c'est là où tu passes du temps. Et là où les gens passent le plus de temps, bah, il se trouve que sur Internet, c'est souvent les gens qui sont des accros, par exemple à des sujets complotistes ou à des fausses vérités qui sont assez, enfin des titres accrocheurs. Alors tu regardes, et puis même si tu sais que c'est pas vrai, tu vas passer beaucoup de temps à tout ça. Et comme il y a beaucoup de gens qui passent du temps là-dessus, eh bien à n'importe quel utilisateur lambda, on va proposer ces mêmes contenus. Et donc le fait que tu veuilles, en fait, la seule chose qu'on essaye, qu'un ingénieur dans une boîte comme ça essaye d'optimiser, c'est le temps d'attention. Il met en place un algorithme qui a pour objectif de faire ça, d'augmenter ton temps d'attention, mais l'effet négatif, c'est qu'en fait, il t'amène du contenu ou une attention qui est malsaine. Et donc Tristan Harris, par exemple, avait mené un mouvement qui s'appelait Time Well Spent, qui avait pour objectif de dire le numérique est en train de devenir abrutissant, c'est en train d'abrutir les gens, et en particulier les adolescents. Il faut qu'on invente un numérique qui soit là plutôt pour, oui, attirer l'attention des gens, mais pour des bonnes choses. Euh,
pour plus d'éducation, pour des choses qui les intéressent vraiment, pour des choses dont ils ont vraiment besoin, etc. Et donc ça veut dire que ton objectif doit plus être quantitatif autour de je dois maximiser le temps d'attention mesuré en secondes de n'importe quel utilisateur. C'est ça et il faut que j'augmente le niveau de culture des gens, par exemple, ou bien le niveau d'interaction qu'il y a entre les gens. Et, et ça, donc, c'est les messages que je porte en école, de dire, en tant qu'ingénieur, vous vous êtes intéressé à résoudre des problèmes. On vous dit, le problème, c'est de maximiser l'attention des gens parce que c'est ça qui rapporte de l'argent. Et vous faites un système qui va répondre à ce problème-là. Est-ce que c'est le bon problème, en fait? Et dites pas que c'est pas votre problème à vous. Parce qu'en réalité, c'est ça l'ennui, c'est qu'un ingénieur qui ne se cantonne qu'à résoudre le problème qu'on lui pose euh, est un ingénieur qui risque de manquer d'éthique ou qui voit pas l'impact de ce qu'il fait. S'il est plus intéressé par la mission de l'entreprise, et la mission de Facebook, par exemple, c'est théoriquement de permettre à n'importe qui de pouvoir exprimer son point de vue, il n'est pas du tout sûr qu'en maximisant l'attention des gens, en fait, on arrive à ça. Parce que ceux qu'on entend le plus sont peut-être des gens qui n'ont pas des choses très intéressantes à dire. Et donc finalement, la mission de l'entreprise n'a pas été servie dans l'objectif que suit l'ingénieur. Donc je parle beaucoup d'alignement finalement entre la mission de l'entreprise, qui normalement euh, devrait avoir une visée humaniste, et puis la réalisation technique des choses qui malheureusement dans les faits n'est pas forcément totalement alignée. Et c'est des choses, lors de ta formation initiale, au sein de Polytechnique, c'est des choses, auxquelles vous étiez déjà sensibilisés? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Et je pense que ça l'est un petit peu plus aujourd'hui, puisque la preuve, c'est qu'on a pu faire la fresque du climat au sein de l'école polytechnique et qu'il y a beaucoup de conférences aujourd'hui qui. Enfin, je pense que l'enseignement s'est beaucoup développé. À mon époque, si tu veux, l'école polytechnique, euh, c'était une école d'ingénieurs généralistes très orientée sur les sciences. J'ai énormément appris en mathématiques, en physique, j'ai un peu touché à de l'économie, à de la biologie, des choses comme ça, mais c'était fondamentalement des sciences. Et il y avait un tout petit peu d'enseignement humanité et sciences sociales qui franchement faisait pas beaucoup de poids et ne nous laissait pas beaucoup réfléchir, très honnêtement. Euh, je Est-ce que pense c'est une vraie qu'aujourd'hui, demande aujourd'hui, des étudiants? ouais, On a vu avec le manifeste pour un réveil, écologique, d'être, sensibilisés dès leurs études. ouais. Je pense qu'il y a une exigence, hein, pour être sensibilisés dès leurs études et ensuite choisir les entreprises par rapport justement à cet alignement, dont tu parles. Toi, depuis le départ, en fait, a été, ben, tu vas me dire: «Non, non, j'ai été moins rapide que d'autres», mais quand même, tu étais, au niveau de internet, dans les premiers. Ensuite, l'entrepreneuriat tech. Ensuite, là maintenant l'intelligence, artificielle. Comment est-ce que tu fais pour, développer cette, attention aux signaux faibles importants de nos époques? Si un étudiant justement te disait: «Mais moi comment je dois faire au cours de ma carrière, de ma vie, pour être capable de garder cette attention-là?» parce que des attentions, il va y en avoir plein, ça va évoluer dans le temps. Qu'est-ce que tu pourrais, lui transmettre? Bah, c'est vrai que justement une fois, quand je fais ces conférences, souvent la question qui vient, c'est OK, monsieur, mais comment on fait pour choisir des entreprises en fait qui nous offrent des opportunités de travailler sur des choses qui en valent la peine ou qui justement ont une bonne éthique, comment on le sait, ou comment, si je suis dans un projet, je peux dire non, mais je suis pas d'accord avec ce qu'on fait là parce que ça va pas. Ça demande du courage, ça demande du courage, ça demande aussi un peu de clairvoyance. Ça veut dire qu'il faut se renseigner sur les entreprises pour lesquelles on travaille. Il faut savoir si on est en phase avec l'éthique qui est, euh, qui est celle de l'entreprise et surtout vérifier qu'elle est réelle, qu'elle n'est pas juste un élément de communication et de marketing. Et en fait, ça veut dire qu'il faut être mature, ce qui n'est pas simple quand on est jeune étudiant. Et de fait, moi, je l'ai pas du tout été. Je te dis, je suis sorti de l'école. En fait, j'ai suivi une voie royale où, en fait, à la sortie, je savais toujours pas vraiment quoi faire de ma vie, hein. J'avais suivi
On m'avait dit que c'était là, enfin, j'étais bon dans ces domaines-là, les sciences me passionnaient et on me disait qu'en plus c'est un endroit où je pouvais faire tout ce que je voulais derrière, donc j'y suis allé. Mais quand tu te dis on peut tout faire, en fait, tu sais pas ce que tu veux faire vraiment. Et donc il m'a fallu beaucoup de temps avant de trouver ce qu'il fallait, ce qui m'intéressait réellement. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours cette fibre scientifique, cette fibre technologique, cet amour de l'innovation, de l'inventivité qui change le monde et qui a ses côtés néfastes, mais qui fondamentalement pour moi, je pense, c'est un bienfait pour l'humanité. Et c'est ça qui m'a toujours porté. Donc, ce que tu cites sur le fait que je sois mis vite sur Internet, vite sur l'entrepreneuriat et puis vite sur l'IA, c'est juste moi mon attirance pour la nouveauté, pour la technologie. Je pense pas que ce soit. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui eux préfèrent une carrière toute tracée, sans trop de, je vais pas dire de risque, mais en tout cas sans trop de nouveautés dans un truc où ils construisent patiemment une lente expertise. Moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin, au contraire, de bouger et d'être sûr que je restais pas tout le temps au même endroit. Bon, je pense que c'est une question d'état d'esprit. J'ai pas l'impression pour autant d'être un innovateur ou enfin, je suis pas Mark Zuckerberg, je suis pas non plus, enfin, il y a peut-être des meilleurs exemples d'ailleurs que Mark Zuckerberg, mais je suis pas, je me sens pas être un innovateur extraordinaire, quoi. Euh, Par contre, quand j'ai une prise de conscience, elle est profonde. C'est-à-dire que effectivement, ces problématiques de l'impact du numérique, ces problématiques de la planète, ça m'empêche de dormir la nuit et je sais pas moi faire les choses à moitié. Donc soit je me donne une ligne de conduite à laquelle je me tiens, soit j'oublie le truc et j'essaie de le mettre de côté. Mais il y a des choses comme ça voilà, qui te reviennent tout le temps en tête et tu peux pas accepter la compromission ou tu peux pas accepter ouais, tu peux pas le mettre sous couvert, quoi. Donc t'es obligé de faire avec et voilà. Je pense que c'est un peu le sujet. Je peux pas faire autrement, quoi. Voilà. Et en ce moment, est-ce qu'il y a une prise de conscience particulière ou un sujet justement qui te turlupine sur lequel tu aimerais porter la voix ou partager en tout cas toi ton point d'alerte? Si tu veux, enfin globalement, ce qu'on a raconté, c'est des prises de conscience et des envies de changement. C'est des sujets qui sont comment dire éventuellement tragiques, mais en réalité, c'est des moteurs. C'est des moteurs pour te dépasser, pour faire des nouvelles choses. Et donc c'est plutôt enrichissant, enfin excitant. Ouais. C'est pas quoi, la prise de conscience écologique, moi, m'a vraiment miné à un moment. Je pense que comme beaucoup de gens, il y a un moment où t'es dans un état de stupéfaction et de tristesse et ouais, genre on va tous mourir, c'est vraiment horrible. Et puis à un moment tu te relèves en disant bon ben attends, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est un truc, ça va peut-être pas changer le monde du jour au lendemain, mais au moins j'y participe ou je prends faire des prises de parole qui ont peut-être changé l'état d'esprit de certaines personnes. Bon. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu te sens mieux et tu te sens, ouais, en fait, ça devient un moteur pour faire des choses nouvelles et donc ça devient de nouveau assez réjouissant et excitant. Voilà. Ben, c'est un joli mot de la fin. Merci Frédéric. Merci beaucoup à toi. Merci, Pauline. Merci pour votre écoute. Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité, je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast, à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.